Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler d'open source au ministère de la Culture. Euh, donc, dans le cadre de l'infrastructure de données du ministère de la Culture. C'est en français, je suis désolé, mais si vous avez des questions en anglais, n'hésitez pas. Vous pouvez poser les questions en anglais ou autre. Moi, je suis Vincent Bréhin, je travaille chez Adeline en tant que spécialiste moteur de recherche et architecte solution. Voilà. Donc, Adeline, c'est euh, une société d'experts en technologie de recherche. Voilà, on aime bien faire des conférences, hein, on a, on fait souvent des photos, voilà, à l'occasion. Donc certains vont se reconnaître. On est principalement spécialisé donc, dans les technologies de recherche plutôt du monde open source, donc OpenSearch, Elasticsearch, Solar, euh, parfois aussi sur des produits propriétaires un peu plus legacy. On fait des services de consulting, des formations, notamment sur OpenSearch. Et on développe pas mal autour de solutions autour du e-commerce. Moi, personnellement, là, je travaille à temps partiel pour le ministère de la Justice, oui, et de la Culture. Et là, aujourd'hui, je parle du ministère de la Culture. Alors, ça va, pour ceux qui en ont marre d'entendre parler d'AI tout le temps, ils vont être contents, il n'y en a pas du tout dans mon talk. 0% AI. Euh, mais plutôt, voilà, plutôt plomberie, architecture, d'outils, de retour d'expérience sur une plateforme de données centrée sur la recherche, mais pas seulement. Donc voilà, vous connaissez peut-être tous ces petits logos qui forment la plateforme de données. Donc au cœur, open source, et puis autour, des éléments qu'on va voir ensemble au fil de la présentation. Mais bon, je pense que vous en reconnaissez déjà pas mal. Et s'il y en a que vous ne connaissez pas, j'espère que vous les découvrirez. Alors, c'est quoi les données du ministère de la Culture quand on parle plateforme de données? C'est des données assez volumineuses et assez hétérogènes. Il y a vraiment de tout. Il y a des données patrimoniales. C'est à ça qu'on pense en premier au ministère de la Culture. C'est les musées, les monuments, l'archéologie, le mobilier national. Donc, énormément de matériel descriptif, donc du texte, souvent très structuré, et énormément aussi de photos, de vidéos et ce genre de matériel. Des données archivistiques, donc là on est plutôt sur des données anciennes, des papiers, des livres, des registres, etc., des archives nationales et départementales. Des données, comme dans toute organisation de gestion interne, la paye, etc. Et les services administratifs, donc le ministère, c'est une administration qui gère des administrés, donc des licences, des demandes de subventions, voilà, des workflows administratifs qui génèrent énormément de paperasse avant et maintenant énormément de données. Voilà. Donc, tout ça, il faut l'organiser. Donc, ça a commencé, comme souvent, dans des silos bien. Alors, bon, j'ai une image de silo un peu collée, mais en réalité, c'est des silos un peu séparés, hein. Mais en tout cas, on voit qu'ils voilà, ils sont chacun dans leur couloir et ça reste donc des systèmes étanches. Et donc, oui, les silos, les silos, en fait, c'est une image qu'on emploie souvent dans les systèmes de gestion de données pour dire que, en fait, ils ne se parlent pas, quoi. C'est les données sont cloisonnées
elles restent enfermées dans leur compartiment. Et le but de la plateforme de données, ça va être de les faire communiquer entre eux, de les libérer. Voilà. Donc c'est parce qu'on utilise souvent le mot de silo de données pour parler d'une ancienne architecture. Voilà. Donc, avec un schéma d'architecture un peu plus classique, ça c'est comme ça que ça a commencé, un peu à l'ancienne, avec un bon vieux schéma d'architecture fonctionnelle. Donc, plein de données qu'on va collecter de différents systèmes de gestion administrative, de musées, d'organismes culturels divers et variés. On va les centraliser, des référentiels aussi de données, et puis des applications du ministère qui ont besoin de ces données. Donc plutôt que chaque application va piocher dans un silo une donnée, un autre silo une autre donnée, etc., dire tiens là, les données de tel musée, elles sont là, les données de tel autre musée, elles sont là, donc il faut que j'implémente un autre protocole pour aller chercher les données, que je m'abonne à une autre API, etc. Voilà, là l'avantage c'est qu'il y a un point d'entrée unique. Voilà, donc on va venir après à comment ça se met en musique et surtout pourquoi on a mis du open source. Donc déjà, on a mis des API tout autour de cette infrastructure pour gérer la communication, la sécurité. Et on en vient à l'implémentation et donc au retour d'expérience. Alors, les prérequis, quand on est arrivé, c'est qu'il faut utiliser OVH Cloud. Donc, très bien, c'est un choix qui avait été fait, je pense, au niveau du ministère. À l'intérieur d'OVH Cloud, il faut utiliser un maximum de services managés, c'est-à-dire pas créer des VM et puis installer tout nous-mêmes, mais vraiment des services managés au maximum. Et un minimum de maintenance, ça veut dire automatiser au maximum, faire tout ce qu'on peut as code. Donc voilà. Et donc, service manager, moteur de recherche chez OVH, il n'y en a pas plein, il y en a qu'un, c'est open source. D'où ce talk. Donc, pourquoi open source? Pas un moteur de recherche, en tout cas. On a besoin donc d'accéder aux données de façon unifiée et pas d'aller chercher des données dans chaque silo. Les temps d'accès aux données sont critiques. On était sur des systèmes qui on pouvait mettre plusieurs jours à accéder à des données. Hein, quand il fallait aller chercher une bande magnétique au fin fond d'une archive, ça pouvait prendre des jours pour avoir la donnée. Et même pour les utilisateurs internes, quand ils cherchaient dans des bases SQL, ça pouvait prendre peut-être des minutes ou des heures. La scalabilité et la performance. On a des services qui sont ouverts au grand public. Donc, on a besoin on ne sait pas trop s'il va y avoir 10 utilisateurs ou 100 000 ou 100 millions, enfin 1 million, on va dire. C'est déjà pas mal. Mais voilà, donc besoin de scalabilité. Des requêtes et des accès aux données qu'on ne peut pas faire avec autre chose qu'un moteur de recherche, des requêtes full text, des agrégations, et surtout de la pertinence. Les systèmes de données qu'on avait traditionnellement, donc base de données SQL, système de fichiers, etc., n'ont pas tout ça. Donc, il nous faut un moteur de recherche, et en l'occurrence, c'est open source qui a été choisi pour cela. Alors, l'application en elle-même, elle est architecturée comme ça. On ne va pas rentrer trop dans les détails, c'est pas l'idée, mais pour dire que donc on a une API ici avec sa couche d'API Gateway pour sécuriser et gérer les accès. On pourrait vous donner plus de détails si vous avez des questions. On a nos différents silos entre guillemets, mais en tout cas qui vont déjà centraliser plein d'autres silos. Donc
des fichiers dans un object storage, une base relationnelle, une base NoSQL, en l'occurrence MongoDB, et un OpenSearch, alors qu'on va utiliser principalement pour faire ce qu'on appelle du database offloading. C'est un ancien terme qu'on utilisait pour dire qu'en fait, on va utiliser le moteur de recherche comme une couche d'accès aux données. Ce n'est pas le stockage principal. Et donc, on va devoir souvent dupliquer les données depuis les bases de données de travail vers le moteur de recherche. Et donc, pour ça, on a utilisé Kafka, un outil très puissant et pas forcément facile à prendre en main, mais voilà. Donc, on va rentrer un peu dans le détail de ça. Donc, l'idée du database offloading, c'est de dire les requêtes vers des bases de données traditionnelles, relationnelles, elles coûtent un peu cher en temps, en processus, en scalabilité. Quand on a des bases très grosses, qu'on est obligé de splitter les tables, on ne peut même pas forcément faire tout ce qu'on veut. Et donc, c'est un avantage de pouvoir vider les données dans un OpenSearch qui, lui, n'a pas de problème de scalabilité. On peut avoir des millions, des centaines de millions d'enregistrements. Ça répondra toujours en moins de 5 secondes, dans le pire des cas. Voilà. Alors maintenant, ce n'est pas un OpenSearch quelconque qu'on a, c'est un OpenSearch managé. Et là, on commence à avoir un petit peu des retours d'expérience. Alors, un OpenSearch managé, c'est très bien, mais comme tout service managé, j'ai mis un peu les avantages, mais vous les connaissez déjà si vous utilisez du cloud style cloud public, que ce soit AWS ou OVH. C'est la facilité d'installation, la gestion de configuration automatisée. Vous n'avez pas à gérer la plomberie entre Kibana et Elasticsearch ou entre OpenSearch et Dashboard. C'est géré tout seul. La sécurité, c'est géré. Vous n'avez pas besoin de créer des certificats. Enfin, toutes les choses un petit peu rébarbatives et pour monter un cluster, c'est géré. La scalabilité, ça se gère assez facilement. Alors, il n'y a pas l'autoscaling, comme on disait tout à l'heure, mais en tout cas, on peut avoir des indicateurs de charge et puis faire du scaling manuel. Donc, augmenter la taille des serveurs, augmenter la taille des machines. Chez OVH, en tout cas, on a facilement de la scalabilité verticale et horizontale, plus grosses machines ou plus de machines. Pardon. Et puis, la stabilité, il n'y a rien à dire, hein, ça tourne comme une horloge, quoi. Ça marche bien. Maintenant, les points d'attention. Choisissez bien le cloud provider. Sur ce projet, on n'a pas choisi, hein, c'était un prérequis, on est arrivé, on nous a dit ça sera OVH, et vous avez le choix entre OVH et rien d'autre. Mais voilà, il y a le coût, il y a le service. Donc à voir si vous avez le niveau de maturité que vous avez sur le service. Si vous êtes assez expert, vous n'avez pas besoin que le cloud provider amène son expertise. Sinon, voilà, il faut faire attention. Notamment donc, les compétences du support. Chez OVH, c'était un peu moyen, quoi, le support. Voilà, après, c'est pas leur métier forcément. La documentation, c'est pareil. Alors, quand on s'est aperçu que sous OVH, il y avait un fournisseur de services managés qui s'appelle Ivan, ça nous a pas mal aidé parce que la documentation d'Ivan est très très bien faite. Donc Ivan, c'est le fournisseur du logiciel qui gère les data centers d'OVH pour les services managés, OpenSearch, PostgreSQL, Kafka, pas MySQL, mais enfin quasiment, si MySQL aussi d'ailleurs, tout sauf MongoDB, quoi, en gros. Et donc, voilà, c'est bon à savoir parce qu'ils ont énormément de documentation qui n'est pas mentionnée sur le site d'OVH. Attention aux versions, alors c'est pareil, dans le talk d'avant, on a eu une mention du même type. On n'a pas le choix forcément de sa version.
On ne peut pas être en 3.3 d'OpenSearch, même si elle est super bien. Le cloud provider, lui, il est plutôt sur la stabilité, il n'a pas envie de gérer 36 versions. Donc là, nous, ça a été une limite. Voilà. Bon. Alors, on ne fait pas, comme je vous ai dit, d'IA, de vector search pour le moment. Donc, ce n'est pas trop grave qu'on soit en 2.17, mais on ne pourrait pas aller beaucoup plus loin. Et on n'a pas de vision non plus, on n'a pas de calendrier, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on pourrait être dans une version plus avancée. Donc ça, on est tributaire c'est un inconvénient des versions managées. On est tributaire aussi de l'extensibilité, on ne peut pas mettre nos propres plugins. Il y a quelques cloud providers qui le font, mais pas OVH. Et il y a des restrictions techniques. Bon, alors ça, je pense que tous les cloud providers l'ont. On n'a pas accès à toute l'API. Donc, je ne sais pas si vous connaissez bien les API d'OpenSearch. Il y a une API qui permet de voir les tâches de fond qui sont en train d'exécuter. Par exemple, quand vous faites une réindexation d'un gros index, ça peut prendre des heures et des heures. Si c'est trop lourd et que vous voulez l'arrêter, eh ben, vous ne pouvez pas avec, chez OVH parce qu'il ne donne pas l'accès aux API qui contrôlent les tâches. Pour des raisons de sécurité, soi-disant, mais voilà. Donc, des restrictions techniques. Donc, attention, quand vous choisissez de prendre de l'OpenSearch managé, il y a à bien avoir en tête les compromis. Alors, un point très important donc, dans notre architecture par rapport à OpenSearch, c'est que l'OpenSearch est entièrement alimenté par Kafka. Entièrement, il n'y a pas d'écriture directe. L'OpenSearch vient répliquer des bases de données, principalement MongoDB, mais aussi un peu Postgre. Alors, pourquoi Kafka? Parce que déjà, on a besoin d'utiliser OpenSearch. Donc, on a besoin de quelque chose qui est capable de synchroniser un MongoDB avec OpenSearch. On n'a pas envie de gérer applicativement un système de synchronisation. Et donc, voilà. C'est pour ça qu'on a... Et en plus, on a, souvenez-vous au début, on a une contrainte, c'est utiliser le maximum de services managés. Et donc, quand le CTO a vu qu'il y avait un service managé Kafka et Kafka Connect, il a dit, voilà, cherchez pas plus loin, c'est ça qu'on utilise. Voilà, donc on a un peu sauté dedans sans trop connaître, mais voilà, on a été obligé de l'utiliser. Donc, un schéma très basique si vous ne connaissez pas Kafka et Kafka Connect. Donc, Kafka, c'est le système de gestion de bus d'événements, on va dire. Kafka donc, va gérer des événements. Donc, ça retient les données de façon ordonnée et dans ce qu'on appelle des topics. Et les données sont assez granulaires dans Kafka. Elle peut être représentée sous différentes formes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est du JSON, puisque derrière, on a OpenSearch qui est là. Et donc, principalement, ça nous garantit qu'une donnée qui rentre va sortir. On sait si elle est sortie, on sait si elle n'est pas sortie, on sait si elle est coincée, si elle a été consommée ou pas consommée, et on sait qu'elle va arriver dans l'ordre. Et donc, c'est très robuste, c'est très rapide. Les files d'attente peuvent être répliquées, etc. Ça gère donc, les groupes de consommateurs ici. Donc, c'est très fiable, c'est très bien, c'est super sur le papier en tout cas. Et honnêtement, on n'a pas eu de problème avec Kafka. Le seul problème, c'est la maîtrise de la solution. Encore une fois, on ne peut pas trop compter sur le support du cloud provider, donc il faut se retrousser un peu les manches au début pour l'utiliser. Donc Kafka s'utilise avec son compagnon qui s'appelle Kafka Connect, qui lui va être le connecteur, ou l'ETL un petit peu, c'est-à-dire qu'il va extraire les données d'un côté, dans ce qu'on appelle une source, adaptée donc, à la technologie, donc en l'occurrence MongoDB. Ça envoie des messages dans différentes files en fonction de ce qu'on veut. Si on a plusieurs collections, on peut mettre une collection par file ou tout mettre dans la même, on choisit. Et derrière, ces messages vont arriver dans un sync, donc l'autre type de connecteur, qui va lui les écrire
les retranscrire en JSON pour les écrire dans OpenSearch. Donc ça paraît tout simple. Et sur le papier, c'est assez simple, mais voilà, il y a pas mal de petits pièges. Voilà. Donc, j'ai voilà. Donc, une petite référence musicale. On peut s'y perdre dans Kafka, c'est très très puissant, mais c'est aussi assez, assez fastidieux. Donc, attention, j'ai mis quelques points d'attention. La taille des messages, par défaut, c'est 1 méga. C'est-à-dire que si vous avez des documents plus gros, ils ne rentreront pas. Et donc, ils ne sortiront pas. Ils ne seront pas synchronisés. Le format des messages aussi. MongoDB, ce n'est pas du vrai JSON. Donc, quand ça sort, on dirait du JSON, mais c'est du JSON étendu. Et donc, en face, les mappings d'OpenSearch qui sont stricts, malgré ce qu'on croit, ils peuvent être dynamiques, mais ils sont quand même stricts. Il a besoin d'avoir du JSON qui n'est pas du JSON étendu, c'est-à-dire que Mongo a tendance à mettre des objets pour typer les données. Par exemple, un entier long, c'est pas pareil qu'un entier court. Et donc, MongoDB va vous donner une information supplémentaire, sauf que quand vous vous attendez à avoir un nombre, vous attendez pas à avoir un objet qui dit si c'est un nombre entier ou pas. Et donc, ça va vous casser l'indexation puisque vous aurez des erreurs de mapping. Donc, il faut le traiter avec des transformations dans Kafka Connect. Bien faire attention aux identifiants, sinon il s'y perd. Il va pas garder le bon identifiant et donc vous ne pourrez pas faire les mises à jour puisque votre système il est censé aussi, quand il y a une mise à jour dans Mongo, il ne faut pas qu'il crée un nouveau document dans OpenSearch, mais qu'il mette à jour le bon document. La gestion des suppressions, quand un document est supprimé, il ne faut pas juste ne rien faire. Il faut dire de l'autre côté qu'il est supprimé, qu'il soit supprimé côté OpenSearch. La dénormalisation, ça concerne surtout les bases relationnelles. Donc, quand on fait un document OpenSearch, on ne veut pas forcément une ligne dans une table égale un document, mais on veut parfois faire des jointures plus ou moins complexes. Donc ça, c'est assez utile, mais il faut le faire aussi à ce niveau-là. Et puis, on a trouvé quelques bugs et comportements bizarres. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça va avec le fait de bien s'outiller. Ce n'est pas des outils qui sont fournis par le cloud provider. Kafka UI, un outil indispensable. Si j'ai le temps, je pourrais vous montrer. Donc, il va bien gérer en fait les connecteurs et vous dire comment comment les données vont rentrer dans votre OpenSearch. Parce que ça, c'est pas, encore une fois, les services managés OVH fonctionnent très bien, mais par contre, vous n'avez pas de vision dessus. Vous n'avez pas les logs, vous n'avez pas de UI, vous n'avez rien du tout. Vous avez des API, et puis c'est tout. Bien sûr, le dashboard dans DevTool, enfin le DevTool dans Dashboard plutôt, dans Kibana Dashboard. Récupérer les logs de Kafka Connect. Donc, c'est là que vous verrez les erreurs de mapping, les erreurs côté OpenSearch. Il y a une fonction qui est assez sympa, c'est que, alors ça c'est OVH pour le coup qui le propose, il peut réinjecter automatiquement les logs de Kafka Connect dans un cluster OpenSearch. Parce que si c'est par API, en fait, il faut récupérer les lignes de log 100 par 100 et quand ça fait 100 000 lignes par heure, c'est pas terrible. Donc, on peut réinjecter les logs dans un OpenSearch. Et ça, c'est super pratique parce qu'après, on peut faire des dashboards sur les erreurs qu'on a eues dans notre Kafka Connect. Voilà, donc ça, c'est en gros le principe de fonctionnement un peu plus détaillé de Kafka Connect. À l'intérieur des connecteurs, on a différentes, comme un ETL, il y a différentes étapes. Alors, encore dans les outils qui sont qui gravitent autour d'OpenSearch, et toujours dans le retour d'expérience sur ce projet, on nous a dit qu'il faut tout automatiser, pas de maintenance humaine, on n'a pas beaucoup de ressources humaines, on est un ministère qui n'a pas beaucoup de crédits, donc
automatisé au maximum. Donc, on a choisi d'utiliser Terraform. Encore une fois, parce que c'est proposé par OVH. Ils fournissent ce qu'on appelle un provider Terraform. Donc, c'est quoi Terraform? Et notamment dans le contexte open source, ben, c'est de l'infrastructure as code, c'est-à-dire que vous allez écrire en mode déclaratif ce que vous voulez. Donc, je veux un open source avec 3 nœuds de 8 gigaoctets chacun, un Kibana, je veux des users qui ont les droits sur tel index, tel index, tel index. Et voilà, vous décrivez tout ça. Ensuite, vous décrivez, je veux un template d'index qui est comme ça, je veux un ingest pipeline qui est comme ceci. Et vous appliquez votre état Terraform. Vous appliquez votre schéma Terraform. Et derrière, il va donc le faire et stocker ce qu'on appelle un état Terraform. Et donc, vous allez pouvoir dire, voilà, est-ce que j'ai une différence entre ce que je souhaite, ce que j'ai en réalité, et il va pouvoir gérer les changements. Donc, c'est un petit peu comme du Ansible, hein, c'est un peu le même principe, mais sauf que ça n'interagit pas avec un serveur SSH, ça interagit avec des API. Donc, en l'occurrence, OVH a des API pour créer des ressources, créer des clusters, créer des machines. OpenSearch a des API pour créer des index, créer des users, créer des templates d'index, etc. Donc, ça vient encapsuler et vous permettre de gérer ça en tant comme du code de façon beaucoup plus simple et reproductible et maintenable dans un système de repository type Git. Alors, voilà les providers qu'on a utilisés. Le provider OVH pour former le cluster, créer les users, récupérer les logs aussi, hein, comme je vous disais. OpenSearch fournit un provider pour créer donc, les objets qui sont à l'intérieur d'OpenSearch, on va dire, les templates d'index, les scripts. On pourrait créer des index ou d'autres objets. Et Kafka Connect a son provider qui est plus expérimental, on va dire. C'est communautaire, il n'est pas documenté, mais ça nous permet, pareil, de mettre en mode déclaratif as code nos connecteurs, puisqu'on commence à en avoir pas mal, pour différentes collections MongoDB, avec différents cycles de vie. Et donc, on ne peut pas tout faire avec un seul connecteur, même si ça part du même MongoDB, on est obligé d'en avoir plusieurs. Voilà, donc Terraform pour vraiment gérer notre configuration comme du code et puis l'exécuter pareil. Alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est en relation avec Jenkins qui va donc détecter les changements dans le Git et puis les appliquer plus ou moins automatiquement, on va dire. Il y a toujours un contrôle en fait où on va vérifier quand même s'il y a un delta. On n'applique pas tout automatiquement. Ensuite, un autre outil qui va graviter autour de... On tourne toujours autour d'OpenSearch. Là, cette fois, on parle de JSLT. Alors, JSLT, c'est ce qu'on a choisi comme... alors ça, pour le coup, on l'a choisi. C'est pas managé, c'est pas par OVH. C'est une librairie qu'on va intégrer dans notre applicatif. Alors, pourquoi? Parce qu'on a besoin de... vous avez vu qu'on a une API qui permet d'accéder à OpenSearch. On ne peut pas donner accès direct à OpenSearch pour plein de raisons, pour des raisons de sécurité, pour contrôler aussi ce qui est fait dans OpenSearch, c'est-à-dire qu'on ne veut pas dire à nos utilisateurs, c'est-à-dire les applications qui vont consommer des données, faites ce que vous voulez en query DSL, en langage de requête, parce que déjà, on ne veut pas qu'ils accèdent à tous les index, on ne veut pas qu'ils fassent des agrégations trop consommatrices, des recherches trop consommatrices, et surtout, on ne veut pas les obliger à apprendre le query DSL d'OpenSearch, qui est assez compliqué, il faut le dire. En tout cas, il est assez verbeux. Et donc, ce qu'on leur propose, après je vous montrerai, c'est d'écrire simplement leur requête métier en JSON, et puis après, on les transforme avec cette technique de
cet outil JSLT en un langage de requête, en le langage de requête d'OpenSearch. Voilà. Et donc, on le fait avec cette technique parce que ça nous permet aussi de décorréler complètement la logique de requêtage qui est du métier, hein, qui est de la logique métier, du code, en fait. C'est-à-dire que si vous changez, par exemple, vous dites je recherche dans une fiche, dans la fiche d'un musée, et j'ai un nouveau champ qui est le nombre de visiteurs par an. Et je veux qu'il impacte le score. Et donc, quand je cherche, maintenant, je veux que le nombre de visiteurs par an ça soit utilisé comme critère de tri principal, ou alors que ça multiplie la pertinence. Et ben ça, c'est typiquement quelque chose qu'on va mettre dans la JSLT, pas dans le code de notre application. Donc, si quelqu'un nous demande booster par le nombre de visiteurs, on n'aura qu'à changer une feuille de style. On a un processus qui vient alimenter notre applicatif. Donc, c'est comme de la config. Hein. C'est de la config qui se recharge à chaud complètement. Et donc, voilà, il n'y a pas besoin de refaire une livraison applicative. Je sais qu'on pourrait faire des livraisons plusieurs fois par jour, mais on n'est pas encore à ce niveau de maturité. Donc, par contre, des livraisons de config type JSLT, ça, on peut en faire plusieurs fois par jour sans problème. C'est quand même assez peu risqué, on ne risque pas de casser, il n'y a pas d'interruption de service. Voilà. Donc, toute la logique métier qui est portée par le requêtage, il est sorti du code avec le JSLT. Si j'ai le temps, je pourrais vous montrer, mais j'ai juste pas le temps, mais peut-être pendant la pizza. Juste un petit exemple dès qu'il arrive à l'écran. Ça fatigue aussi, là. Ah, voilà. Un petit délai. Donc, voilà. Si on regarde sous le capot. Ici, j'ai une requête qui est vraiment, c'est pas du langage du tout d'open source, c'est du langage métier. Organisation, domaine, suivi par. Alors, source include, si ça vous le retrouvez dans mais on a choisi de le laisser. Ça, c'est du langage open source. Mais par contre, voilà. Le reste, c'est des critères purement métier, quoi. C'est du clé valeur. Alors, derrière, on va définir on va transformer ça. Donc, le client envoie ça, c'est transformé en du langage, donc je n'ai même pas tout mis, mais il y en a 3 pages derrière, du langage assez complexe avec les agrégations, les poids, tous les champs derrière de recherche, pondérés, les multimatchs, etc. Si vous connaissez un peu la partie full text du search. Et voilà. Et puis derrière, c'est envoyé à OpenSearch et le résultat qui revient derrière. Voilà. Donc, voilà pour les outils qui gravitent autour. Je finis avec juste quelques exemples concrets de ce qu'on fait avec cette plateforme, avec OpenSearch notamment. Donc, il y a la plateforme ouverte du patrimoine qui existe déjà, mais qui n'est pas encore sur OpenSearch. Donc, vous pouvez y aller, mais vous n'aurez pas une super expérience de search parce que ce n'est pas encore sur cette plateforme. Ça va y passer d'ici la fin du mois. Il y a un projet qui s'appelle le Grand Mémorial, qui a été créé il y a une dizaine d'années à peu près, qui est un portail généalogique sur des soldats français de la Grande Guerre et même un peu avant, entre 1870 et 1920. Si vous avez des ancêtres qui ont été militaires à l'époque, vous pourrez les trouver là-dessus. C'est un portail qui a été décommissionné et qui va revenir sur OpenSearch. Et puis après, si vous êtes dans le spectacle, tout ce qui est derrière les démarches simplifiées de l'État, maintenant, ça tourne sur cette plateforme. Et donc, les recherches sont faites sur OpenSearch aussi. Voilà, donc très très vite pour finir, quelques petites conclusions qui reprennent un peu ce que j'ai dit. Donc OpenSearch, ça fonctionne très bien, mais il faut l'alimenter. Si vous choisissez Kafka et Kafka Connect, il faut investir dessus pour le maîtriser.
regardez bien ce qu'il y a sous le capot de votre fournisseur aussi de services. Donc, en l'occurrence, nous, c'est OVH, qui est stable, il n'y a pas de problème, mais voilà, il faut bien valider la stack technique et puis se préparer à être autonome au niveau de l'expertise. Attention aux limitations. On n'utilise pas un open source managé comme un open source chez nous, notamment les limitations d'API et les limitations de version. C'est les principales. Vous n'aurez pas le choix tellement de la version. Voilà, bon, je vois que maintenant, les pizzas étant arrivées, je ne vais pas pouvoir en dire beaucoup plus. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser maintenant ou au fur et à mesure. Vas-y. Ouais. Oui, après, je resterai autour de pizza. Ouais. Okay. Vous avez parlé de la scalabilité à un moment donné. Oui. Oui. Si. Il n'y a pas de question. Ouais. Par exemple, une forte charge. Oui. Et ben ça s'arrête, c'est-à-dire qu'il y a des limites. En fait, il y a des limites dans OpenSearch, ce qu'on appelle des watermarks. Donc, alors, si c'est une charge en nombre de documents qui rentrent dans le moteur, donc on vient indexer beaucoup de documents, à un moment donné, ça va s'arrêter, ça va envoyer des erreurs au client d'indexation, à celui qui nous envoie les données. Et là, ça va s'arrêter. Alors, nous, on n'a pas trop ce problème-là parce que on sait exactement ce qu'il y a dans les systèmes au-dessus et ils ne se remplissent pas tout seul. Donc, c'est en général, on va faire des collectes, mais on n'a pas de surprise comme on peut l'avoir sur des systèmes d'observabilité. Souvent, on utilise OpenSearch ou Elasticsearch pour stocker des logs, par exemple, où là, on peut avoir des grosses surprises. Donc, c'est pour ça que chez AWS, on a le serverless. On ne l'a pas chez OVH, mais chez AWS, il y a le serverless, c'est-à-dire que là, il est complètement scalable automatiquement. On va pouvoir envoyer des données. Nous, on n'en a pas besoin de cette scalabilité automatique. Mais avec le serverless, il y a la scalabilité maintenant automatique, c'est-à-dire il va automatiquement provisionner des ressources derrière pour gérer en fait la charge. En fait, concrètement, il va mettre les index dans du S3, dans du stockage d'objets, donc il n'a plus besoin. En fait, l'inconvénient d'OpenSearch ou d'Elasticsearch, c'est qu'ils ont leurs données en local, sur le disque local. Le disque local, ça coûte cher et c'est pas très gros. Alors que si on a les données sur S3, c'est virtuellement infini. Donc voilà. Donc pas de scalabilité automatique, mais c'est pas grave pour nous. Du coup. J'avais une question. Au début de la présentation, vous avez dit que les données étaient silotées. Oui. Vous avez utilisé OpenSearch pour que ça soit plus siloté. Oui. Du coup, vous avez aussi parlé que vous avez un Kafka pour récupérer les données qui sont dans les bases de données pour les envoyer dans OpenSearch. Donc, je pense que vous avez un espèce de système automatisé avec Kafka qui fait l'injection dans OpenSearch. Exact. À quel moment il y a une transformation pour désiloter les données? Parce que là, aujourd'hui, les données elles sont silotées dans la base. Il y a Kafka qui envoie les données. Ouais. Mais si elles sont plus silotées, ça veut dire qu'à un moment, il y a une transformation. Et comment cette transformation elle se fait? Alors, la transformation, elle se fait pas. Par exemple, on a beaucoup de données dans du MongoDB. Donc là, on les transforme quasiment pas. On réplique différentes bases et différents index, différentes collections Mongo, parce que dans Mongo, c'est des collections, dans différents index du même cluster OpenSearch, celui qui va être derrière notre. Voilà. Donc là, il n'y a quasiment pas de transformation. On transforme juste les documents pour qu'ils soient en JSON pur, comme j'avais dit, et pas en JSON étendu de Mongo. Les transformations, on peut en faire sur les données des bases relationnelles.
comme j'avais dit. Donc, c'est ce qu'on appelle la dénormalisation. On va dire, par exemple, si on a par exemple, on a les données de l'archéologie. Alors, l'archéologie, c'est des données assez complexes où il y a beaucoup de géolocalisation, et donc c'est dans une base différente. Il y a des références externes, des clés étrangères, etc. Donc là, en fait, jusqu'à présent, on a réussi à le faire avec Kafka Connect, mais on va peut-être devoir écrire un programme sur mesure, alors je ne sais pas, en Python ou en Java, on verra, qui va donc extraire des données, les réconcilier, construire des enregistrements et après les envoyer dans Kafka. Et derrière, c'est Kafka qui les écrira dans OpenSearch. Mais faire cette dénormalisation, c'est-à-dire ces jointures plus ou moins complexes pour construire un document et l'envoyer dans OpenSearch, ça, c'est pas toujours possible de le faire avec Kafka Connect. Ok. Du coup, les données, elles sont toujours silotées ou elles sont plus silotées à la fin dans OpenSearch? Alors, Puisque... on dit qu'elles sont plus silotées dans le sens où le client, notre client, qui va donc s'abonner à notre service, il va avoir une clé d'API et ça va lui donner droit à l'ensemble des données auxquelles il a droit. Par exemple, POP, la plateforme du patrimoine, ils ont droit aux données des musées, donc la base des musées. La base Joconde, c'est les œuvres d'art dans les musées. La base Palissy, c'est du mobilier national, etc. Donc un certain nombre de bases de données qui étaient silotées avant, qu'on a mis dans le même moteur de recherche, dans des index différents, mais ils pourront en une seule requête dire donne-moi toutes les œuvres de je ne sais pas qui, tel créateur qui a fait à la fois des meubles, des trucs. Ou alors donne-moi toutes les œuvres qui se trouvent dans un rayon de 10 km autour de chez moi, que ce soit du mobilier, des monuments historiques, des musées, etc. Donc c'est dans ce sens-là que c'est désiloté, c'est-à-dire que... Ok, mais à la fin, il y a un seul index ou il y a un index par type Non. de base? Il y a un index par type de base. Ok, d'accord. Mais on requête on peut requêter sur tous les index et puis les remonter dans la même liste. Ok. Le résultat. Merci, c'est clair. Ouais. C'est la dernière. Mais après, vous pourrez me poser des questions en mangeant de la pizza pendant que c'est chaud. Donc, avant le pizza, merci beaucoup d'être ici ce soir. On a au fond de la salle les goodies, c'est des truffles et des stickers si vous avez envie. Et une autre chose très importante, en fait, si vous regardez bien au niveau de la description sur les deux meetups, donc Meetup Search and Data AI et Meetup OpenSearch, vous avez un lien. Si vous avez envie de partager votre expérience avec OpenSearch, avec des projets data, vous pouvez soumettre votre proposition de talk avec ce lien dans le cas de Meetup OpenSearch et dans le cas de Meetup Search and Data, c'est un autre lien. Donc, si vous avez envie, faites-vous plaisir. Et voilà, pizza. Allez.